Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un graphiste bordelais qui conjugue design et espace public. Franck Talon, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre signature. On vous voit partout en Nouvelle-Aquitaine grâce au TER, l'un de vos projets. On va le découvrir. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez réalisé sur ce train régional. Alors, la question de la région était d'habiller ces trains, son matériel roulant, exactement. On appelle ça comme ça, c'est moins joli qu'un train. Avec une volonté très forte, je pense, de l'institution et du politique, de voir passer Aquitaine dans le paysage. Ouais. Moi, j'ai essayé de prendre le contre-pied de ça, de dire on est sur un territoire qui est le mien, hein, parce que j'ai grandi, je viens du sud, Vous venez du Pays Basque. Voilà, Bordeaux étant pour moi le plus au nord du nord où je peux vivre, même si je travaille beaucoup ailleurs. Donc, comment dresser un portrait assez simple de l'Aquitaine? Alors, c'est assez difficile, mais c'est une image qui est composée de petits, comme un jeu en fait de train électrique, comme on était petit. Ouais. Je dis en train électrique, on a droit à une droite ou à une courbe. Et Ouais. à partir de ça, je vais d'abord dessiner un lettrage. Ouais. Donc, on connaît un peu ces formes-là dans les années 30 qui existaient déjà, mais Ouais. je l'ai retravaillé avec les 5 traits que vous voyez, ce sont les 5 départements de l'époque. Ouais. Et ensuite, j'ai dessiné un univers qui allait tout autour, où j'ai dessiné à la fois des pins, des chênes, des poules, Des arbres, des comme on vaches, a pu des voir, arbres, des sur les moutons, planches. des poissons, des cascades, l'eau, beaucoup, parce que l'Aquitaine, c'est l'eau et l'air. Voilà, et essayer de donner en tous les cas un train qui était plus aimable que très corporate, où on affirme un message, c'est moi qui parle, la région Aquitaine, je mets tant d'argent dans ces trains, donc je dois avoir mon nom. Non, là, l'idée, j'ai plutôt pensé aux gens qui allaient le prendre tous les jours, Ouais. les usagers du quotidien, ou aux touristes, ou les gens qui le prennent très ponctuellement. Et de façon à ce qu'il soit très doux dans le paysage, d'où ces couleurs un peu claires, c'est-à-dire qu'on le voit passer presque blanc, il file. Et puis en gare, par contre, il se passe plein de trucs, il y a plein de dessins, suivant les modèles. Il y a comme une espèce de fresque qu'on peut suivre, regarder, quand on attend son train, on s'ennuie, voilà. Un autre projet, on va découvrir une autre forme de travail, c'est la signalétique du Matmut Atlantique à Bordeaux. C'est vous qui vous en êtes chargé avant, après la construction? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé pendant, Ouais. juste après le concours d'architecture. Donc Herzog de Meuron sont venus vers moi avec le constructeur. Herzog de Meuron sont déjà des architectes qui me fascinent et sont dans le top 10 mondial. Donc voilà, une grande chance. Ils ont fait un concours que j'ai gagné. Et là, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'avais finalement 37 042, on va dire, avec les VIP, et 42 000 personnes à diriger. Mais en fait, mon travail là, en l'occurrence sur le stade, mais en règle générale dans les signalétiques, c'est de m'appuyer sur les évidences de l'architecture pour les révéler et c'est-à-dire que les C'est-à-dire entrées les gros ABC, poteaux, les grands espaces. voilà, avec des travaux très spécifiques comme on voit ici pour les PMR, qui sont aussi une population... Personnes en fauteuil roulant. Voilà, oui, excusez-moi, mobilité réduite. Mobilité réduite. Voilà, mais ça a été un vrai challenge parce que l'échelle du projet est énorme. Et en même temps, comment être présent, guider les gens, avoir un peu de design quand même, mais ne pas nuire à l'architecture. Tout le propos était là. Voilà. Plein phare sur vos débuts. Comment vous en êtes arrivé à designer comme ça, à faire de la signalétique dans la ville? Alors en fait, c'est un coup de hasard. J'ai fait l'école des Beaux-Arts. Oui, à Je Bordeaux. faisais beaucoup de photographie, d'installations photo, grand format. Et puis, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai commencé à travailler aussi des éditions, des lettres, des papiers, des livres, etc. Et finalement, naturellement, mon travail de photographe de l'époque a glissé vers celui de designer graphique, parce qu'à la fois, on travaille sur le signe. Une photo peut être un signe, bien sûr, mais le mot est un signe, une lettre est un signe. Et ça m'a vraiment plu, en fait, d'avoir ces deux parties qui se rassemblent. Et, ça réunissait vos deux passions. Oui, mes deux passions. Alors après, je suis rentré un peu dedans par hasard. J'avais demandé un stage à Arc en Rêve, j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts et j'ai été pris. Et puis ensuite, j'étais embauché, ce qui était assez flippant pour moi, parce que j'étais encore étudiant, non diplômé. Et je suis rentré directeur du studio graphique d'Arc en Rêve, où il y avait déjà 3 personnes qui étaient là, qui avaient passé mon diplôme 2 ans auparavant. Et puis ça a marché parce que j'ai découvert un monde qui était l'architecture, que je ne connaissais pas, et qui aussi a parfaitement collé à mes préoccupations, c'est-à-dire la ville en général. Ce qui m'intéresse dans la ville, c'est à la fois les flux, les usages, et qui dit usage dit spécificité, donc un théâtre,
une On va école, découvrir plusieurs voilà. de vos réalisations, à commencer par les institutions comme l'Université de Bordeaux. C'est vous qui avez réalisé la signalétique pour qu'on repère que c'est une Et université. l'identité visuelle. L'identité visuelle. La vraie question était de faire, alors c'était la fusion des universités à Oui. Bordeaux, chose en quoi je croyais beaucoup, parce qu'une métropole comme Bordeaux se doit d'avoir une université de Bordeaux. On a tous le souvenir, quand on était petit, depuis le UCLA, Université de Los Angeles, Oui. même si on ne savait pas ce que ça voulait dire. En tous les cas, c'était un vrai truc, une marque, entre guillemets. J'aime pas dire ça pour une université, mais finalement, c'en est une, parce que c'est sur un terrain compétitif. Et j'ai travaillé, là, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'ai travaillé avec les présidents des universités qui fusionnaient, en leur disant, voilà, on va le faire ensemble, vous me posez une question, la réponse, je l'ai peut-être, mais on va la trouver ensemble. En tous les cas, je vais vous amener, d'où un travail d'abord sur l'histoire, hein, très important. C'est-à-dire, j'ai fait un petit parallèle entre l'histoire de la typographie, donc la diffusion du savoir. Hein, la typographie est née, le savoir a pu se diffuser autrement que par des ouvrages écrits par les moines. Et la création de l'Université de Bordeaux, qui était 1451, et l'invention par Gutenberg des caractères mobiles, 1452, quoi. Alors, 2 ans près, presque. Donc, j'ai fait un peu un déroulé comme ça de l'histoire, en expliquant que les typographies avaient été dessinées suivant, pas des phénomènes de mode, mais comment aussi les outils évoluaient, comment la technique évoluait, comment aussi culturellement les choses évoluaient, le modernisme, tous les grands mouvements. La typographie est très liée à ça. Donc j'ai créé un caractère qui est un caractère hybride, qui est fait d'un squelette, on va dire, juste des lettres qui écrivent l'Université de Bordeaux, et sur lequel on met des greffons, j'ai appelé ça comme ça, qui sont des petits bouts de typographie, de toute l'histoire de la typographie. Ce n'est jamais le même, ça change. Et un peu pour la signalétique, là on le voit aussi sur ces oriflammes, être en lien évidemment avec les grandes universités prestigieuses, telles que Harvard, Oxford, etc. Être moderne, même si on est sur du classique. On a une vraie diversité de territoires aussi à l'Université de Bordeaux. Donc on est des fois sur des bâtiments années 50, des bâtiments préfa assez ignobles, très beaux, des bâtiments comme ça très patrimoniaux et très beaux. Les couleurs, le bleu, le noir. Alors le bleu, le noir, pour moi c'était cette idée de l'université, c'est l'idée de la pensée en mouvement avant tout. Les petits greffons bleus sont la pensée et le territoire c'est le squelette, l'Université de Bordeaux, donc en marron. Quand on demande à un enfant de nous parler du territoire, de la terre, de lui donner une couleur, spontanément, je pense qu'il va aller vers le marron. Et si on lui demande comment il représenterait, alors les flux, c'est un peu abstrait pour un enfant, mais l'eau, l'air, de suite, ça va être bleu. Ça va être bleu, forcément. Voilà, donc en même temps, c'était aussi un vrai travail très pointu, parce qu'on savait que ça allait être multiplié sur des machines, et jamais les mêmes, donc les machines en offset ou des machines en bureautique, que les couleurs ne changent pas trop si un tel imprime un PDF, et puis... ou chez l'imprimeur, qu'il n'y ait pas trop de diversité, de différence. D'accord, donc il y a toutes ces problématiques qui sont rentrent moins fun, mais en ligne qui sont très importantes. de compte. Vous avez designé une autre institution, plutôt une cyclo-institution, le vélo de Bordeaux, le V-Cube. Oui, alors là, c'est une belle histoire. Je fais beaucoup de vélo. Je suis convaincu que c'est l'avenir des villes et des métropoles maintenant. Alors, avec les transports, évidemment, avec un réseau de transport après public développé. Et ça en fait partie. Quand je suis arrivé, parce que cette histoire est assez drôle, j'ai été nommé directeur artistique de la communauté urbaine de Bordeaux pendant 5 ans. On était venu me chercher pour que je sois DIRCOM. L'ancêtre de Bordeaux Métropole. Voilà. Et on était venu me chercher pour que je sois DIRCOM, directeur de la communication. Ce n'est pas mon job. Moi, je suis un plasticien, j'ai fait les beaux-arts, je n'ai pas fait une école de management, ni de stratégie de la communication. Puis les mots de communication me gênent un peu. On parle de stratégie, de cible. Je suis plutôt pour donner du sens aux choses, de partager, la notion du partage. Donc, le premier dossier que j'ai eu à traiter dans cette mission, c'est le V-Cube. Donc déjà, il fallait trouver un nom. J'avais une liste de noms qui avaient été plus ou moins trouvés par des services, par des agences, qui avaient été payés par des gens. Vous êtes à l'origine du nom, le V-Cube ? Pas tout seul. On était une équipe. Et il s'est trouvé que, voilà, bon, il y avait des noms qui n'allaient pas du tout. Et le Vélib, déjà pris. Voilà, le Vélib déjà pris. Moi, quelque chose qui constitue ma façon de travailler et de voir les choses, c'est que le projet lui-même est porteur de sa propre communication. Il n'y a pas un pont, c'est un pont. On peut dire un franchissement pour assembler des rives autrefois, mais non, pont. Un pont. Vélo, vélo. Sauf qu'à Marseille, le vélo en libre service s'appelle le vélo, donc c'est dommage. Donc en réfléchissant un peu, c'était le vélo de la Cube. Et le V-Cube est venu naturellement. Je crois que j'étais en train de griffonner une phrase pour la première
affiche qu'on voulait faire, c'était plus de V exposant 3 égale moins de CO2. Et c'est venu naturellement. Alors V-cube, c'est pas très beau en soi, comme nom, mais néanmoins, c'est rentré dans la tête des gens. J'ai dessiné un signe, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était un signe, je voulais qu'on ait un sentiment un peu d'appartenance à un club. C'est un peu entre l'homme à la moto de Piaf, on est un peu rebelle, on est à vélo, mais c'est aussi à bicyclette de Yves Montand. Et puis, ces mélanges-là. J'avais envie aussi qu'il n'y ait pas de communication, ni de publicité sur les vélos. Donc, j'ai décidé de les habiller. Fallait occuper tout l'espace. Voilà. La jupe, je pouvais, hélas, pas choisir le vélo qui avait déjà été acheté avant ma venue. Donc, juste habiller les jupes. Et je me suis dit, vélo de ville, habit de ville, c'est terre à terre. On va faire une collection. Donc, il y a eu 12 modèles dessinés. Le flashy, le mode, il y avait des flammes, tout ça avec le heureux espoir de voir certains politiques sur un vélo avec des flammes, ça me faisait rire, ou de voir les gens au feu rouge se dire tiens, vous avez celui avec les fleurs, moi j'ai pas mal, pour créer du lien toujours. Et puis on rajoutait une couche en plus qui était le Mistigris. On a créé le Black One. Donc ça, on est parti, c'était des idées assez simples mais qui nous amusaient beaucoup. Black One, pourquoi ? Parce qu'il est devenu il était tout noir comme la carte Black Infinity. Et voilà, c'était à une certaine époque politique qui me saoulait un peu, donc j'ai joué un peu de ça. Et vous vous considérez comme un artiste, Franck Talon ? Non, bah oui, on peut dire non, je pense pas. J'ai pas fait ce choix-là. Dans la mesure où, alors bien sûr que les artistes répondent à des commandes, et historiquement c'est évidemment aussi, mais je n'ai pas le temps de développer un travail personnel où je suis dans une recherche personnelle, etc. Après, mon travail est effectivement plus du côté de l'artistique que du côté de la communication, même si ça a des finalités de communication. Voilà, c'est pas moi de le dire, mais non, je suis un créateur, oui. Plein phare sur un dernier objet que vous nous avez apporté. C'est un billet, vous allez nous payer. Oui, alors je ne sais pas Le Japon. Le Japon, super. Vous avez 10 secondes pour me dire pourquoi le Japon. Toujours un hasard, une découverte, parce que c'est beau, parce que la nature est belle, parce que c'est une culture du bien fait, du bien dessiné, même si socialement c'est très difficile. Il y a des choses qui me déplaisent beaucoup dans la société japonaise, notamment la condition de la femme, entre autres. Mais après, la magie du Japon, quoi. L'art japonais, le graphisme japonais. L'art, le graphisme, évidemment, les on a tout à apprendre. Forcément. Mais tout est beau au Japon. Même une soudure sur un petit tube en inox dans la rue est belle. Tout est très beau. Merci beaucoup, Franck Talon, d'être venu designer le phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.